Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, Euro jour 2, on va évidemment débriefer les matchs qui ont eu lieu aujourd'hui. Alors évidemment, c'était la première journée de l'Euro avec énormément de matchs. Hier, on n'avait que, entre guillemets, le Allemagne-Écosse à se mettre sous la dent. Donc bien sûr, aujourd'hui, j'étais très enthousiaste à l'idée de voir tous ces matchs et ce, dès à 15 heures. Alors oui, ça n'était pas l'ambiance de la Coupe du Monde au Qatar où on avait des matchs dès 11 heures. Là, c'était évidemment un peu plus tardif. On a dû prendre notre mal un peu plus en patience, mais ça a commencé à 15 heures par ce très beau Hongrie-Suisse. Alors c'est vrai que tous les yeux étaient rivés sur le Espagne-Croatie, qui était un match un peu plus mainstream, que les gens attendaient beaucoup plus. D'ailleurs, c'était un match qui avait lieu à 17 heures, donc forcément les gens sont plus à même de le regarder, mais le match de 15 heures Hongrie-Suisse tenait toutes ses promesses, puisque c'était le match entre deux équipes assez prometteuses, deux équipes de qualité, deux équipes assez sous-cotées, qui vont évidemment, à mon avis, se disputer la deuxième place derrière l'Allemagne. Donc dans ce groupe A où on a vu la démonstration allemande hier et on voit que la Nationalmannschaft est largement au-dessus des autres équipes dans le groupe. Donc je pense que la Hongrie et la Suisse vont se disputer la deuxième place, surtout au vu de la faiblesse affichée par l'Écosse lors du match d'ouverture. Mais sur ce Hongrie-Suisse, on a clairement eu deux équipes de qualité, donc évidemment sur le papier, mais avantage tout de même à la Suisse qui a fini par s'imposer 3 buts à 1. Et sur le match, globalement, la Suisse a été largement au-dessus de la Hongrie, notamment sur la première mi-temps où c'était vraiment frappant. C'est vrai que les Helvétiques étaient largement au-dessus de leurs adversaires hongrois. J'ai été un peu déçu par la Hongrie sur ce match de 15 heures parce que je m'attendais à ce que la Hongrie opère un pressing tout-terrain, qu'il soit beaucoup plus ambitieux dans le jeu. J'en attendais beaucoup plus d'un Szoboszlai, par exemple, qui est le capitaine numéro 10 de cette sélection, qui est le joueur de Liverpool, donc qui a passé un step l'été dernier en signant du côté des Reds. Donc c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus de lui. J'en attendais beaucoup plus d'un mec comme Kerkez, par exemple, l'arrière gauche, qui est évidemment un joueur très prometteur. Donc il y a des joueurs de qualité au sein de cette sélection hongroise que j'attendais beaucoup plus et je les ai sentis un peu inhibés et ils doivent vraiment leur salut à Goulaychi parce qu'il y a eu énormément d'erreurs individuelles qui ont amené à des occasions suisses notamment, mais c'est vrai que la Suisse a proposé quelque chose de très cohérent là où les Hongrois opéraient un pressing assez désorganisé. Je voyais des Hongrois dans un premier temps presser Xhaka pour essayer d'empêcher la première relance helvétique et après le lâcher complètement et ça a laissé des libertés au milieu de terrain du Bayer Leverkusen et forcément lorsque ce dernier est tout seul, c'est un peu à l'image de Toni Kroos avec la sélection allemande, toute proportion gardée, lorsqu'on laisse ce genre de joueur tout seul, forcément il peut organiser le jeu à sa guise et quand on se penche du côté de cette équipe suisse, eh bien on voit des joueurs de qualité absolument partout, les deux joueurs de Bologne, que ce soit Freuler ou même le buteur côté suisse, je n'ai plus son nom du tout parce que j'ai vraiment du mal avec la prononciation, mais c'est vrai que ce sont tout de même des joueurs de qualité. Freuler, on l'avait déjà vu sous Gasperini avec l'Atalanta, là avec le Bologne de Thiago Motta. Donc voilà, cette diaspora de Bologne qui est au sein de la sélection suisse, eh bien elle performe. Donc des joueurs de ballon évidemment. Si tu joues sous Thiago Motta, c'est que tu es un joueur de ballon. Il y a Xhaka qui a fait une super saison sous Xabi Alonso. Il y a évidemment des mecs comme Embolo, la superbe entrée d'Embolo qui n'a pas beaucoup joué à Monaco, mais son entrée a été absolument décisive là aussi. Donc on a quand même des joueurs de qualité. J'ai bien aimé cette trouvaille du sélectionneur suisse que de mettre une défense à 3 avec Ricardo Rodriguez qui n'a plus les cannes pour jouer piston et qui n'a plus les cannes pour jouer arrière gauche et qui est donc recentré en tant que défenseur central gauche pour être un peu plus dans l'anticipation et moins dans le mouvement dû à son âge bien sûr. Akanji qui a passé évidemment un step énorme dans sa carrière en signant du côté de City. Donc il y a vraiment des joueurs de qualité. Dan Endoy qui était du côté de Nice comme un bon petit joueur de Ligue 1 il y a quelques années et qui là a peut-être été le meilleur Suisse aujourd'hui. Donc il y a vraiment des joueurs de qualité au sein de cette sélection suisse qui a réussi à étouffer la Hongrie et même si la Hongrie a réalisé une belle deuxième mi-temps avec notamment beaucoup de centres, ils ont quand même essayé de solliciter la Suisse dans le duel aérien et ils ont réussi puisqu'ils ont réussi à réduire l'écart, et bien ça n'a pas été suffisant. Le réveil hongrois a été quelque peu tardif, mais belle équipe de la Suisse qui a connu un coup de mou en deuxième mi-temps qui a profité aux Hongrois, mais au final les Hongrois se sont tellement projetés que la Suisse a réussi à mettre ce troisième but par l'intermédiaire de cette superbe rentrée de Brel Embolo. On va maintenant passer au deuxième match entre la Croatie et l'Espagne, le match le plus mainstream, le match que tout le monde attendait évidemment, le match de 17 heures, le match le plus attendu de ce début d'Euro avec évidemment une très belle sélection espagnole. J'ai vu le match sur les 15 premières minutes, c'était un match plutôt équilibré où l'on s'est quand même plutôt ennuyé, les deux équipes se jaugeaient pas mal, c'était un match assez tactique avec pas beaucoup de déchets, pas beaucoup de dégagement, vraiment des équipes qui prenaient leur temps dû à la qualité technique qu'il y avait sur le terrain. On a Modric, Brozovic
Modric, Kovacic d'un côté au milieu et Pedri, Ruiz ou encore Rodri chez la sélection espagnole. Mais à partir du moment où Morata a ouvert le score suite à cette grosse erreur d'alignement de la défense croate, eh bien, les Espagnols ont déroulé derrière. C'est parti comme du ketchup, comme dirait Cristiano Ronaldo. Et au final, 3-0 à la mi-temps. Et le troisième but, il est dû là aussi à une erreur d'alignement de la défense croate qui profite à Carvajal sur ce superbe centre de Yamal. Mais grosse performance collective de l'Espagne, une équipe de l'Espagne qui a été très solide aussi défensivement. J'ai beaucoup aimé la sérénité d'Unai Simon, notamment qui a repoussé un penalty, le penalty de Petkovic, mais qui a été très à l'aise dans les relances. Et c'est à ça qu'on juge un gardien de qualité. C'est lorsqu'il n'a pas énormément de boulot, eh bien, il faut juger un gardien sur sa capacité à être serein sur ses prises de balles, sur sa capacité à bien relancer. C'est vrai que lorsqu'un gardien n'a pas beaucoup de boulot, eh bien, il faut le juger sur les seules miettes qu'il a et finalement sur les prises de balles, sur les relances, il a été très serein. Pas comme à l'Euro 2021 où je l'avais senti un peu plus anxieux. Là, il était vraiment très serein. Il a même arrêté un penalty. Donc, une équipe d'Espagne très sereine défensivement, mais une équipe de Croatie qui malheureusement manque de joueurs de percussion. Et ça s'est vraiment ressenti. Ils ont beaucoup de qualité au milieu de terrain, mais Kovacic était bien seul. J'ai l'impression que la saison de Brozovic du côté de l'Arabie Saoudite commence à peser sur son organisme. On sent qu'il n'a pas vraiment le rythme pour jouer une compétition de haut niveau, de haute intensité. Et Modric vieillissant dû à sa situation au Real Madrid, puisqu'il n'a pas énormément joué titulaire cette saison. Kovacic était vraiment la seule caution créative de cette équipe de Croatie. C'était le seul qui portait le ballon, c'était le seul qui était en jambes, c'était le seul qui essayait d'exercer le pressing pour empêcher son coéquipier de City, Rodri, de relancer. Mais globalement, cette équipe croate avait un peu les jambes lourdes, du mal à aller presser, tandis que cette équipe d'Espagne était évidemment très jeune, très fraîche, avec Morata, le capitaine, qui initiait le pressing, Yamal et Williams qui ont des jambes de feu, Pedri, Ruiz qui n'est pas le même qu'au Paris Saint-Germain, qui a mis un merveilleux but d'ailleurs, mais globalement, voilà, 3-0 mi-temps parce que cette équipe de l'Espagne a réussi à surclasser la Croatie dans l'intensité, notamment de ce match-là, dans le pressing aussi. J'ai beaucoup aimé le pressing espagnol, donc belle victoire de cette sélection espagnole, même si la Croatie n'a pas été fondamentalement mauvaise. La Croatie a proposé du jeu, la Croatie a eu des occasions sur les deux buts de l'Espagne, sur l'engagement d'après. La Croatie a systématiquement une occasion qui aurait pu leur permettre d'égaliser. C'est ce que j'ai noté dans mes précieuses notes, c'est qu'à chaque fois la Croatie a réussi quand même à se procurer des occasions, mais ça manquait de tranchant, ça manquait aussi de courage, de prise d'initiative. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivaient dans la surface mais qui ne frappaient pas. Mais cette équipe de Croatie n'est pas fondamentalement mauvaise. Je trouve que le score est quand même un peu sévère parce que sur la deuxième mi-temps, l'Espagne a réussi quand même à parfaitement mieux gérer. Mais 3-0, je trouve que c'est un peu dur parce que, j'ai les images en fond, mais parce que la Croatie n'a pas été fondamentalement mauvaise. Elle a simplement manqué de tranchant, d'efficacité et de prise d'initiative. On va maintenant parler du match qui vient de se clôturer entre l'Italie et l'Albanie et on a eu directement un scénario de fou avec cette ouverture du score de Bayrami qui évolue du côté de la Serie A. D'ailleurs, beaucoup de joueurs albanais évoluent du côté de la Serie A, 2 tiers de l'effectif. Ça parle d'ailleurs italien dans le vestiaire. Silvino, le sélectionneur de l'Albanie, parle avec ses joueurs en italien, donc c'est assez intéressant. C'était un peu un derby, les joueurs se connaissaient tous sur le terrain. Cette équipe d'Albanie, elle a beaucoup de joueurs de poche, elle a beaucoup de joueurs de qualité technique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une qualité individuelle très conséquente, bien sûr. Voilà, ils ont vraiment de la qualité, mais collectivement, ça a eu du mal à s'articuler. Beaucoup de ces joueurs qui sont très individuels ont eu du mal à se connecter les uns aux autres et à trouver des solutions face à cette équipe italienne qui a réussi à être solide. Et c'est vrai qu'il y a eu cette bévue de début de match avec Di Marco qui fait cette erreur, qui remet en jeu le ballon et Bayrami ouvre le score, mais derrière l'Albanie ne s'est pas créé grand chose à part la dernière occasion en fin de match de l'entrant Okcha qui est passé juste à côté et qui aurait pu égaliser. Globalement, cette équipe italienne a parfaitement su réagir. Ça m'a un peu rappelé le match France-Australie à la Coupe du Monde au Qatar où le tenant du titre se fait cueillir à froid mais arrive parfaitement à réagir. J'ai énormément aimé le sang-froid italien, j'ai aimé les matchs des mecs comme Chiesa, comme Barella qui sont désormais les cadres de cette équipe, les champions d'Europe 2021 qui ont parfaitement su garder la tête sur les épaules et qui ont parfaitement su relancer la machine bien sûr rapidement avec Bastoni par l'intermédiaire de ce but sur tête où il y a une passivité défensive de l'Albanie qui est criante et puis derrière Barella sur cette frappe de loin, mais derrière l'Italie a été un peu en gestion, il y a eu un poteau de Fratesi mais globalement ils n'ont pas eu énormément d'occasions à se mettre sous la dent, ils ont été
En gestion, c'est vrai que la défense a été évidemment redessinée avec les retraites de Chiellini ou de Bonucci. Donc on a Bastoni et Calafiori, deux gauchers. On sait que c'est pas évident, mais j'aime beaucoup le fait que Di Lorenzo vienne repiquer dans l'axe pour venir les soutenir et créer une ossature défensive beaucoup plus forte. Parce que forcément, maintenant tu vas devoir redessiner ta défense. Forcément, il faut quand même avoir quelques garanties. Et Di Lorenzo t'apporte cette garantie en venant se repiquer dans l'axe. Mais globalement, cette équipe italienne a parfaitement su réagir. Mais derrière, elle est rentrée en mode gestion face à une équipe albanaise qui n'a pas réussi à se montrer suffisamment collective, tranchante offensivement pour inquiéter la squadra azzurra. Pas une grande équipe d'Italie, franchement, aujourd'hui, mais une équipe d'Italie qui a su se montrer efficace, qui a su réagir au forceps. Donc, c'est pour ça que j'appellerais cette équipe une Italie à réaction, clairement. Donc, voilà, une équipe de Suisse très séduisante, une équipe d'Espagne en démonstration collective et une équipe d'Italie évidemment à réaction si je devais un peu qualifier les trois grosses équipes de la journée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.